Voici donc un quart de siècle que l'école de psychologues praticiens, fondée à Paris en 1951, ouvrit en 1996 son campus lyonnais à l'initiative de mon antépénultième prédécesseur, Jean-Pierre Chartier, et avec, je n'en doute pas, l'appui efficace de Jean-François Fanchon qui nous fait l'amitié d'être parmi nous ce soir. Ces deux dates, 51-96, marquent deux passages, à l'instar de tout anniversaire, dont le dieu romain Janus, aux deux visages, constitue la figure tutélaire. Janus, qui donna son nom au mois de janvier, est le dieu des passages, donc, des commencements et des fins, de l'avant et de l'après, du dedans et du dehors, bref, de tout ce qui intéresse les psychologues. Ça pourrait peut-être être une sorte de génie propre à notre profession. Janus aurait pu être le dédicataire du fameux livre d'Arnold van Gennep, Les rites de passage, publié en 1909, dont je ne peux résister au plaisir de vous lire le titre complet. Titre complet que je décommande absolument aux éventuels thésards ou auteurs de mémoire parmi nous de reproduire le même titre dans un essai contemporain. Le titre de Van Gennep, c'est « Étude systématique des rites de la porte et du seuil, de l'hospitalité, de l'adoption, de la grossesse, de l'accouchement, de la naissance, de l'enfance, de la puberté, de l'initiation, de l'ordination, du couronnement, des fiançailles, du mariage, des funérailles, des saisons, et il finit par etc. C'est vous dire. Je conseille vivement à qui s'intéresse aux rites de passage et d'initiation de lire au moins, en complément de Van Gennep, The Ritual Process de Victor Turner. C'est plus actuel, plus structuraliste et sans doute plus exact. Et je note au passage que le livre de Van Gennep, que j'aime bien citer, traite évidemment des âges de la vie, dont vous aurez compris que c'est l'un de mes dadas, avec les anniversaires qui viennent les marquer. J'y reviendrai probablement le mois prochain, car oui, je reviendrai le mois prochain, en janvier précisément, mois de Janus, vous avez suivi, lors de nos cérémonies de quoi? De remise des diplômes, car qu'est-ce donc qu'un diplôme? Sinon l'adoubement d'un rituel réussi. Chers étudiants, je vous souhaite d'être adoubés et de voir les épreuves des examens comme quand même quelque chose d'un peu folklorique et pas seulement aussi sérieux que les adultes font semblant de le croire. Qu'est-ce donc qu'un établissement d'enseignement supérieur tel que l'école de psychologues praticiens, sinon un dispositif initiatique? Et dans mes récents travaux, j'ai pu repérer que nous sommes maintenant à environ 75% des 18-25 ans qui, dans les pays de l'OCDE, font des études dans le supérieur. C'est donc devenu le rituel d'entrée dans la vie adulte dans nos sociétés contemporaines. C'est ici que l'on retrouve Janus, dieu de la bascule entre l'avant et l'après. Avant, j'étais étudiant. Après, je deviens psychologue, hop, comme par magie. Parole performative, vous le savez. Bascule entre l'avant et l'après, le début et la fin, l'intérieur et l'extérieur. Janus, aux deux visages, dont l'une des bouches dit toujours la vérité quand l'autre ment toujours, dénonce la tension qui est la nôtre tout au long des âges de notre vie, du temps qui passe, du quart de siècle qui vient de s'écouler. Qui ment? Qui dit vrai lors de chacun de nos anniversaires, du temps écoulé et de celui restant, de l'éloignement des origines et du rapprochement du terme, de l'inéluctable donc. De même que janvier, mois de Janus, dont l'innocuité incantatoire des vœux de Nouvel An nous rappellera dans quelques semaines l'impuissance dans laquelle nous sommes face au passage des ans. Quoi de plus incantatoire que les vœux de bonne année, bonne santé? On n'y peut rien, on n'en sait rien. C'est la conjuration de la peur de l'avenir. À l'instar des mots qui nous manquent lorsque nous souhaitons souhaiter un bon anniversaire à ceux que nous aimons ou simplement à ceux qui nous sollicitent pour marquer ou fêter leur avancée en âge. Ces mots défaillants nous rappellent que nous ne sommes toutes et tous, chacune, chacun, rien moins que des êtres pour la mort, ainsi que le formula Martin Heidegger. Il nous incombe cependant de vivre en attendant. Et vivre, c'est composer avec la manière dont le temps s'inscrit en nos corps, en nos projets, en nos consciences. Il y a le temps kaléidoscopique d'Henri Bergson,
Il y a également les 3 temps grecs. Le premier est celui du kyklos, des cycles liturgiques et saisonniers, de la rythmicité des années universitaires, assez proche de l'éternel retour de Nietzsche. Le deuxième temps des Grecs s'appelle chronos, la flèche de la durée qui va du passé vers l'avenir en traversant le présent, dont l'une des versions dévore ses propres enfants. Le troisième temps grec est kéros, le moment opportun, propice, toujours menacé par crisis, qui signifie la nécessité de décider. Le temps confucéen de la Chine est encore autre chose, car le mot même n'a pas de traduction en chinois mandarin, si ce n'est quelque chose comme « entre les instants », sans début ni fin, sans jamais aucun janus pour marquer le passage, car tout est passage en Chine confucéenne, ainsi que le montre François Julien. On sait aussi que le mot chinois pour dire crise recèle l'antinomie entre danger et opportunité, à l'instar du couple grec entre kéros et crisis. Quant à la plupart des autres traditions orientales, dont je m'étonne qu'elles émerveillent aujourd'hui l'Occident, traditions bouddhistes, tibétaines, aztèques, mayas, toltèques, etc., elles relèvent du kyklos, ce temps circulaire et cyclique des ancêtres réincarnés, ce temps du retour de date, ce temps de la répétition du familier, où l'avenir est en quelque sorte, et curieusement, contenu par le passé. C'est d'ailleurs ce qui rassure ceux d'entre nous qui croient aux prophéties, à la divination, aux horoscopes, et rassurer n'est pas vain. C'est aussi l'étymologie du mot « tradition » qui signifie une sorte de transmission à l'identique. Devant quoi la modernité occidentale, qui refusa cet appui sur le passé depuis grosso modo la tabula rasa de Descartes, se tourna au contraire vers l'avenir, au moyen des 2 déclinaisons de la confiance dans le futur que furent le progrès et le projet. Or, voici que l'avenir menace, rendant nos projets incertains et brisant la foi dans le progrès. L'Anthropocène, les chamboulements climatiques et géopolitiques, les frayeurs démographiques sont là pour nous le rappeler. Il est à ce propos paradoxal que, là où la planète s'affole de devoir porter demain, en 2050, 10 milliards d'êtres humains, les universités s'inquiètent, et notre école avec elles, de la prochaine baisse démographique des 18-25 ans. Soit il y a trop d'humains, soit il n'y en a pas assez. Cette future baisse démographique des 18-25 ans menace nos modèles économiques quand on est établissement d'enseignement supérieur, même si 75% de cette tranche d'âge y viendra, et nous poussera à investir des pédagogies différenciées, ainsi que la formation tout au long de la vie, qui fait partie d'une des activités de l'école de psychologues praticiens. C'est devant ce type de paradoxe que notre postmodernité contemporaine embolisa l'instant présent. Plus d'avenir, refus du passé, nous nous replions sur le présent. À la fois orpheline d'avenir et nostalgique du passé, notre postmodernité cultive le présent de 3 manières: l'immédiateté, l'ubiquité et l'urgence. Je ne commande pas, les exemples vous viendront spontanément à l'esprit grâce à nos nouveaux moyens de communication. C'est-à-dire que crisis y menace sans cesse kéros, comme le repéra Myriam Revaud-Dallon avec La crise sans fin, voici 10 ans. Cette embolisation du présent donna lieu à de nombreux ouvrages. Je pense particulièrement à Pascal Chabot l'an dernier, Avoir le temps, essai de chronosophie, et puis plus érudit, plus exigeant, François Hartog sous le titre Chronos, l'Occident aux prises avec le temps. Sans oublier que vous connaissez sans doute mieux Hartmut Rosa avec sa théorie de l'accélération. Cette embolisation du présent sur laquelle surfent les images et les médias numériques est naturellement propice aux anniversaires, puisque ceux-ci croisent précisément le cycle annuel des dates, l'avancée chronologique du calendrier et le culte du moment présent. À cette fonction symbolique de l'anniversaire s'ajoute celle économique de sa récupération marchande par le capitalisme consumériste. Et nous sommes avec ce palais de la Bourse, dans l'un des temples de ce capitalisme consumériste. Résumons donc, vous en avez bien besoin, je fais une pause, je renoue mon propos. Notre époque effrayée perçoit l'avenir
comme saturée de risques, plus que riche de possibles. Face à quoi elle se réfugie non plus dans le projet offensif, mais dans la prévention, dans la précaution, dans la prévention des risques. Parfois nostalgique du passé, Alain Blanchet vient de le souligner, elle est doublement obsédée de mémoire. Elle multiplie les commémorations, comme nous le faisons ce soir, et a inventé le devoir de mémoire afin d'éviter la répétition des pages les plus noires de l'histoire. Envahie par le présent de la précipitation des échéances. Échéance, maintenant en français, on appelle ça deadline, ce qui veut dire ligne de mort. Vous voyez, quand je parle d'Heidegger, ça n'est pas que par hasard. Notre époque, et chacun de nous, aspirons à la présence. Envahis par ce présent de la précipitation et des échéances, nous aspirons, chacune, chacun, à la présence. Triple présence, devrais-je dire. Non pas le présent de la précipitation, mais la présence au monde, aux autres et à soi-même. C'est peut-être un peu ce à quoi la psychologie, quand elle est bien faite, peut contribuer. Avec mon prédécesseur Jacques Arène, que je salue et qui m'a demandé de bien vouloir excuser son absence ce soir, nous avons chacun rédigé un chapitre d'un même livre collectif sur ces questions, dirigé par des collègues de l'UDESCA, paru au printemps sous le titre « L'avenir, critique, résistance, utopie ». Je vous renvoie à cet ouvrage si vous voulez aller plus loin que ce que je vais pouvoir dire ce soir. Qu'en retenir pour ce qui nous concerne maintenant, si ce n'est 3 perspectives pour le prochain quart de siècle à l'EPP Lyon et Paris, à l'issue de celui qui vient de s'écouler en la capitale des Gaules. La première de ces perspectives concerne la fonction universitaire de notre école, praticienne. Articuler formation, pratique et recherche me semble en effet caractériser l'ambition de notre travail commun à toutes et tous, enseignants-chercheurs, enseignants, chargés d'enseignement, professionnels des services administratifs et techniques, étudiantes, étudiants, alumni comme on dit, collègues de nos réseaux socio-professionnels. L'universitas qui nous rassemble, c'est le mot latin dont provient, vous l'avez reconnu, le mot université, qui ne provient pas d'universel, universalisme, mais qui provient d'universitas. L'universitas qui nous rassemble désigne un univers à part, un corps d'appartenance, une corporation incorporée, fort la loi Le Chapelier de 1791. Cette universitas explique que les mots de professeur et de profession soient de même origine. Vous avez remarqué, professeur, profession. Il s'agit dans les 2 cas de faire état. Pour le professeur, de faire état d'un savoir en circulation, donc en élaboration et en révision constante. D'autre part, pour le psychologue professionnel, pour le professionnel, un état permanent de la capacité d'agir au titre de son titre, irréductible à l'exercice cantonné d'un métier. On est psychologue 24 heures sur 24, comme on est médecin 24 heures sur 24. Je dis ça d'un air anxieux, mais ça va très bien quand même. Ne vous en faites pas. Puis il existe des bons psychologues pour psychologues. Il y a sûrement là tout un marché. Mon collègue Albert Sicone va nous entretenir dans un instant de cette perspective toute proche du compagnonnage qui caractérise la formation des psychologues. Compagnonnage qui rend d'autant plus durable, qui rend d'autant plus étonnante la durable incapacité des psychologues, notamment français, à faire corps ensemble, fût-ce pour la défense raisonnée de leurs intérêts communs. Vous connaissez l'histoire de la psychologie depuis le titre en 85, 90, etc. La deuxième perspective que je voudrais relever concerne l'ambiguïté de tout rapport intergénérationnel entre ascendants et descendants. Les premiers ont toujours tendance à considérer que les seconds sont entrés ou risquent d'entrer en dégénérescence. Ils ne lisent plus, ils ne savent plus écrire. J'ai entendu des choses comme ça. Quand les descendants s'érigent au contraire en régénération vis-à-vis de leurs ascendants, ces boomers qui n'ont rien compris au monde d'aujourd'hui. Nos collègues Samuel Doc et Marie-France Castarède filent ce filon depuis quelques années. Elle est professeure émérite des universités en psychologie, née en 1940. Lui est psychologue clinicien, né en 1985. Ils ont ensemble publié 2 livres
tout à fait intéressant, singulier, sur cette rencontre ou non-rencontre intergénérationnelle entre deux générations de psy français. Le nouveau choc des générations en 2015, clin d'œil à Margaret Mead. Le nouveau malaise dans la civilisation en 2017, clin d'œil à Freud, comme vous le savez. Les dérives que Doc et Castaret pointent, l'hyper-narcissisme, le culte de l'image, etc., amènent à la troisième et dernière perspective que je souhaitais esquisser. En effet, transmettre court toujours le risque de la répétition mortifère, de la transmission à l'identique de ce qu'on nomme par exemple des fondamentaux, et ça n'est pas loin de l'idée d'un fondamentalisme. Comment donc éviter la répétition au profit de la reprise, de la reconsidération, de la réinvention, de la remise en circulation? Il me semble que c'est cela, faire école. Et j'aimerais bien que nous réussissions, puisque nous sommes une école de psychologues praticiens, à faire ensemble école, tous ceux que j'ai nommés, les professionnels, les professeurs, mais aussi, bien sûr, les étudiants. Et les régénérations à venir dans les différents domaines de la psychologie sont nombreuses, autant source de vertige que de scepticisme. Métaverse, interface homme-machine, intelligence artificielle, chatbots, neurosciences, et puis pour compenser, y mettre un peu d'humanisme résurgent, psychologie existentielle, psychologie environnementale. Autant de clés d'avenir pour l'EPP dans le prochain quart de siècle qui s'ouvre, quand les psychologues que nous formons aujourd'hui auront 50 ans et seront, je leur souhaite, en pleine carrière. Vous l'aurez compris, il s'agit toujours en toute opération de transmission, de transformer l'héritage. C'est de ça dont il s'agit ce soir. Ça bouscule et dérange, mais ça fait du bien au final. C'est ce que j'ai appris voici 20 ans, en lisant Les transmissions psychiques inconscientes, l'un des ouvrages d'Albert Sicone qui m'a beaucoup éclairé sur la lecture critique de la psychogénéalogie, parfois un peu ésotérique, un peu presque magique, télépathique, et ce qu'il en a construit de modèles théoriques, cliniques, ce dont je le remercie parce que ça m'a éclairé dans mon parcours de thèse. Et je suis très heureux ce soir, après que nous ayons partagé un jury de thèse voici quelques semaines, de partager cette conférence à 2 voix et de vous passer la parole pour prendre la suite. Merci à vous et bonne suite de soirée. Merci. Bien, bonsoir. Je remercie Christian pour son invitation et puis pour sa confiance et puis pour le témoignage qu'il vient de donner qui m'a ému. Merci. Et je suis heureux de partager ce moment d'anniversaire avec vous. Je vais prendre la suite de ces propos, puisque je vais effectivement parler de la transmission. Je vais dire quelques mots de la formation des psychologues et de la transmission dans l'enseignement et dans la formation professionnelle. Alors je parle d'une place de responsable pendant de longues années de la formation professionnelle des psychologues de la filière psychologie et psychopathologie clinique à l'Université Lyon 2. Et je vais d'abord proposer quelques réflexions sur l'importance de la pratique dans la formation. Alain Blanchet en a parlé bien sûr tout à l'heure. Je me souviens qu'à l'époque du combat à propos du décret sur l'usage du titre de psychothérapeute, je pense que vous avez connu, et du sort que certains souhaitaient réserver aux psychologues, nos étudiants de Master 2 professionnels à l'Université Lyon 2 étaient à peu près informés et se sentaient quelque peu concernés parce qu'on leur parlait de ce qui se passait et des enjeux des textes de loi qu'on voulait nous imposer. Les étudiants de Master 1 étaient déjà beaucoup plus loin du problème et moins mobilisés. Et les étudiants de licence, là, ne savaient pas du tout de quoi il était question et de quoi on parlait. Or, il se trouve qu'à l'époque, j'étais en contact avec des étudiants de l'EPP et j'étais surpris de voir et d'entendre à quel point même ceux des premières années étaient informés, étaient concernés. Et je me disais que le dispositif de formation les mettait d'emblée dans une logique
professionnalisante, ce qui n'est pas étonnant, puisque cette école s'intitule « École des psychologues praticiens ». La pratique dont il est question, dans le cadre de la formation, c'est d'abord la pratique telle qu'elle est rencontrée et expérimentée dans les stages. On ne peut pas former des psychologues de façon académique, c'est par l'expérience praticienne, celle de stagiaire d'abord, puis celle issue de la pratique professionnelle elle-même, que se fabrique une posture professionnelle. J'avais l'habitude de dire aux étudiants, lors de la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes, que Christian a évoquée, que le diplôme ne sanctionnait pas la fin d'une formation, mais le début. Le diplôme n'est rien d'autre que l'autorisation donnée pour se former à partir de l'expérience professionnelle, à partir de l'exercice rendu possible de la pratique de psychologue. Je soulignerai à ce propos le caractère nécessairement généraliste, de mon point de vue, de la formation des psychologues dans leurs filières sous-disciplinaires ou leurs spécialités respectives. Cela parce qu'une expertise ne s'acquiert pas en quelques mois de stage ou de formation, mais ne s'acquiert justement que par l'expérience praticienne, professionnelle, au long cours, après plusieurs années de pratique sur un terrain. Il serait donc illusoire de faire croire que nous formons des spécialistes de tel ou tel objet, de tel ou tel terrain. Par ailleurs, vu la réalité du marché du travail, insister sur l'aspect généraliste évite d'enfermer les étudiants dans un secteur et de générer l'idée qu'ils ne pourraient postuler lorsqu'ils chercheront un emploi que dans des institutions qui concernent ce secteur. Tous les étudiants devraient pouvoir postuler, une fois diplômés, partout où exercent des psychologues de leur filière. J'insiste sur ce point pour souligner l'idée que la formation à la pratique désigne non pas seulement et d'abord l'acquisition d'une compétence qui concerne un objet, un terrain, mais l'acquisition d'une compétence qui concerne une position professionnelle, une position subjective. La compétence acquise concerne moins l'objet que la position subjective praticienne, même si bien sûr les particularités de l'objet, du terrain auront un effet sur la construction de cette position et nécessiteront un savoir le concernant. On voit ainsi la difficulté qui sera celle de celui qui va accompagner l'étudiant, le stagiaire, dans cette expérience praticienne, dans cette saisie de la pratique, et que l'on nomme maître de stage. Et je tiens à cette dénomination car les mots sont importants, même si dans certains textes officiels, le maître de stage serait un universitaire qui n'est donc pas sur le terrain de pratique, et on ne voit pas bien comment il pourrait être maître d'un stage ou d'un stagiaire. Le maître de stage, tout comme le formateur universitaire ou l'enseignant, va bien sûr transmettre tout un savoir-faire. Mais il va transmettre aussi une manière de construire une position professionnelle, et celle-ci sera nécessairement le fruit, en partie, d'une création personnelle. L'exercice de la psychologie relève pour une grande part de l'art, de l'artisanat. Et le psychologue doit développer son propre style. Il ne peut se satisfaire que d'un savoir sur mesure, bricolé sur mesure, et pas d'un savoir prêt-à-porter, fabriqué industriellement. Ainsi, si le maître de stage ou l'enseignant transmettent une pratique, ils accompagnent avant tout un processus, le processus de construction d'une position subjective professionnelle. Ils sont chacun un accompagnateur de ce processus. Et celui-ci suppose une identification et une désidentification suffisante de la part de l'étudiant, du stagiaire, pour construire sa propre pratique et sa propre identité, au risque sinon de correspondre à un processus d'embrigadement ou d'endoctrinement. L'étudiant stagiaire doit non seulement gagner ce qui lui a été transmis afin de le posséder, selon la célèbre formule de Goethe, mais il doit aussi cultiver sa propre créativité, sa propre sensibilité, sa propre manière de traiter et d'intégrer l'héritage. C'est ce processus singulier qu'accompagne le maître dans la formation du stagiaire, tout comme l'enseignant ou l'universitaire dans la formation académique. Et j'aime beaucoup le terme d'accompagnement, Christian l'a repris tout à l'heure, pour qualifier le travail de formation des étudiants. Je parlais de l'exercice de la psychologie comme d'un artisanat, et on peut dire que cette fonction d'accompagnement est proche du compagnonnage des artisans.
Le maître de stage, comme l'enseignant, est un maître compagnon, terme qui désignait le chef des artisans d'une corporation, dans une équipe, dans une entreprise. Il est un maître, car il transmet, il forme. Il est un compagnon, car il est toujours maître en devenir. Il apprend toujours de ses propres apprentis. Il est maître compagnon, car il travaille avec, il s'implique avec les apprentis, les stagiaires, même s'il en est le chef. Les enseignants, les universitaires ont besoin des praticiens pour former les psychologues, cela semble évident. Mais cela ne les dispense pas de devoir se souvenir du praticien qu'ils sont ou qu'ils ont été. La plupart des universitaires, en tout cas dans la filière dans laquelle j'ai toujours enseigné, sont toujours des praticiens ou l'ont été pendant de longues années. On sait au passage les pressions qui pèsent sur les universitaires. L'air du temps n'est pas favorable à l'enseignement, à la formation. C'est la recherche qui est noble. Si on passe sa vie d'universitaire à former des praticiens, à transmettre du savoir, du savoir-faire, cela n'a quasiment aucune valeur du point de vue de la valorisation de la carrière de l'enseignant. Mais si on écrit un article de 4 pages en anglais, même approximatif, dans une revue américaine que personne ne lit et qui n'intéresse et ne concerne aucun praticien de terrain, alors là, on mérite l'excellence. Et si on écrit des livres publiés à des milliers et des milliers d'exemplaires en direction des praticiens, on l'a entendu tout à l'heure, Alain l'a rappelé, ça ne compte pas, ça ne vaut rien. Devant la survalorisation actuelle de la recherche, et de la recherche scientiste, positiviste, élitiste, devant les canons imposés à la recherche en sciences humaines par le discours dominant, il me semble essentiel de ne pas oublier le praticien que nous sommes et d'exiger que soit reconnue la valeur du travail de formation. Nous devons veiller à ce que la formation des psychologues reste une formation praticienne, différente de la formation à la recherche, même si elle est articulée à elle. La formation praticienne est en effet articulée à la recherche. Alain Blanchet, Christian Hellon l'ont rappelé tout à l'heure. Et la pratique dans le cursus de formation est aussi l'occasion de réaliser des travaux de recherche qui vont participer à la professionnalisation. Même si la pratique professionnelle et la pratique de recherche sont distinctes, n'engagent pas les mêmes processus, ne répondent pas aux mêmes exigences et aux mêmes logiques. Un savoir psychologique, comme tout savoir, se construit de manière éminemment pertinente à partir d'un travail de recherche. Quel souvenir chacun a-t-il des cours qu'il a subis pendant ses longues années d'études secondaires ou universitaires? À quelques exceptions près, les souvenirs concernant un travail personnel de recherche sont toujours bien plus vivants. La recherche qui fabrique du savoir psychologique, se déploie à partir de l'expérience praticienne, celle de stagiaire ou celle de professionnel si l'étudiant a déjà une expérience professionnelle dans une pratique sociale et qu'il est en reprise d'études. Et plus particulièrement à partir des questions que cette expérience pose, à partir des points d'énigme, d'inconfort qu'elle produit ou qu'elle impose. Ce savoir part ainsi d'une expérience et s'inscrit dans une expérience, ce qui en fait un savoir intégré, ou ce qui accentue la potentialité de ce savoir d'être intégré et non pas plaqué artificiellement. On ne peut se saisir d'un cours ou de la pensée d'un autre, autrement que par mimétisme, qu'à partir d'un point où l'on est touché, qu'à partir de ce qui de la pensée de l'autre nous touche. Le travail consistant à élaborer ces questions, cette problématique, à produire une théorisation de la pratique et de l'implication de la pratique, fera alors pleinement partie du processus de formation. Je cite souvent Deleuze, que vous connaissez souvent, philosophe qui était lyonnais, que vous connaissez certainement, qui, lors d'une interview télévisée, il y a plusieurs années, parlait de son expérience de professeur d'université et disait en substance ceci à propos du cours magistral. Il disait « Un cours magistral n'est pas destiné à être écouté, ni même compris. On sait très bien que les étudiants somnolent pendant un cours magistral. Cela parce que le cours concerne d'abord l'enseignant lui-même. Ce qui est important pour un étudiant, c'est ce qui du cours le concerne lui. Et tout ce que l'on peut espérer dans un cours, c'est que dans sa somnolence, l'étudiant soit suffisamment vigile pour se réveiller au moment où le cours parle de ce qui le concerne lui.
Une formation n'est donc formative que si elle part de ce qui, dans l'expérience de l'étudiant, lui pose question et de ce qui, dans sa rencontre avec le savoir, le concerne lui. Une telle partialité est une condition à la potentialité formative de tout enseignement. J'utilise aussi souvent des métaphores musicales, alors ça tombe bien puisqu'on a de la musique, pour décrire les conditions de toute formation à la psychologie et de toute formation en général. Il y a plusieurs manières d'apprendre la musique. On peut faire plusieurs années de solfège, apprendre les règles de l'harmonie, puis la biographie des grands compositeurs, avant de s'essayer à reproduire leurs œuvres. On peut aussi prendre un instrument et essayer de le faire sonner. Et on apprendra alors, progressivement, par l'expérience, que si on tient l'instrument de telle façon et pas de telle autre, eh bien, il sonne mieux. On découvrira que si on connaît le solfège, on peut appréhender plus facilement la logique d'une œuvre. Que si on connaît les règles de l'harmonie, on peut composer plus facilement et traduire plus justement ce que l'on cherche à exprimer. C'est par l'expérience qu'on va apprendre. La formation en psychologie, par ailleurs, ne peut se concevoir indépendamment du trajet de vie dans lequel elle s'inscrit. Il s'agit d'une formation qui transforme, d'une formation qui relève d'une expérience de maturation. De plus, ce qui, dans une expérience praticienne, expérience de stagiaire ou expérience professionnelle qui est déjà là, ce qui questionne indique toujours une zone d'inconfort, je le disais, mais aussi une zone de souffrance, une zone traumatique. C'est toujours à partir d'une zone traumatique que l'on est poussé à comprendre, à théoriser. Mais si, pour fabriquer un savoir intégré, on part toujours d'enjeux personnels, d'expériences personnelles, souvent marquées de souffrances plus ou moins importantes, l'enjeu personnel n'est pas ici l'objet d'intérêt. L'enjeu personnel, c'est celui qui intéresse la psychothérapie, par exemple. L'objet d'intérêt ici, c'est la compétence acquise. Et l'enjeu de la recherche, par ailleurs, est ici non pas la recherche, mais la formation. On fait un détour par la recherche pour un enjeu de formation, pour soutenir un processus de formation. Et ce processus de formation suppose un double mouvement. D'une part, un mouvement de distanciation et d'autre part, un mouvement de décentration. La distanciation introduit un écart entre le sujet et sa pratique, entre l'étudiant et son objet. Et la décentration suppose un changement de pied, un changement de position progressif, jusqu'à un vertex psychologique, jusqu'à épouser et éprouver une position psychologique et une posture professionnelle à partir de laquelle appréhender la pratique et l'objet de questionnement. Si le processus de formation suppose un travail de distanciation et de décentration, à partir de l'implication dans une pratique et pour occuper une position psychologique, une position d'étude psychologique d'un objet de cette expérience praticienne, il faut ajouter que cette observation psychologique suppose aussi une auto-observation de l'implication propre dans la pratique. Et cela est dû à la spécificité de la discipline psychologie. En effet, l'une des particularités des sciences humaines en général et de la psychologie en particulier résulte du fait que l'observateur s'identifie à l'objet observé. On imagine mal un physicien s'identifier à un électron ou un biologiste s'identifier à une molécule. Par contre, on n'imagine pas un psychologue ou un chercheur en psychologie ne pas s'identifier à son objet de recherche. Si l'on conçoit que la psychologie s'intéresse à la subjectivité, au processus de la subjectivité, on peut dire que l'observation de la subjectivité engage la subjectivité de l'observateur. L'observation psychologique suppose ainsi l'observation de ces processus intersubjectifs, l'observation de l'implication de l'observateur dans la situation observée. Les effets de formation se déploient à partir de l'implication dans les dispositifs praticiens et à partir des points de butée, des points d'achoppement de cette implication. Chaque étudiant, dans ce processus de formation, doit construire sa propre position professionnelle. La posture de psychologue doit se construire, se trouver, à partir des apports transmis, héritage que chacun doit s'approprier en le transformant, je le disais, Christian Hellon le disait aussi, et en restant lui-même, sans chercher à imiter un autre. L'imitation du maître conduit à faire le psychologue. L'intégration de ce qui est transmis participe à être psychologue. Il y a une différence entre faire le psychologue et être psychologue. Quelques mots pour terminer sur la fonction sociale de la psychologie.
La psychologie, vous le savez, attire un nombre considérable d'étudiants. Avec droit, c'est les deux filières, les deux disciplines qui attirent le plus d'étudiants, ce qui témoigne de sa fonction sociale. Ça veut dire qu'elle a une fonction sociale. Au-delà de l'idéalisation dont elle fait l'objet, les jeunes étudiants imaginant devenir experts en profondeur de l'esprit humain, profilers aux côtés des policiers et traquant les tueurs en série, la psychologie répond à un besoin de compréhension de ce qui fait l'humanité. En tant que science humaine, elle est au service des questions existentielles attachées à la condition humaine. Ce sont non seulement les jeunes étudiants, mais aussi les vieux étudiants, si on peut dire les choses ainsi, qui ont besoin de la psychologie. Alors je ne sais pas si à l'EPP, vous recevez ce profil d'étudiant, mais à Lyon 2, tant qu'on restait maître de la transmission, tant que l'on pouvait être inventif, créatif quant au dispositif de formation, l'âge moyen des étudiants en psychologie clinique était de 40 ans. Plus de la moitié était en situation professionnelle, pour l'immense majorité dans le champ du social, du soin, de l'éducation, et était en reprise d'études. Il en a été ainsi les 20 dernières années. Dorénavant, avec la standardisation et l'uniformisation imposée, je ne sais pas si les statistiques seront les mêmes. Les praticiens, quels qu'ils soient, ont besoin de la psychologie pour leur pratique sans forcément devenir psychologue. Et tout le monde a besoin de la psychologie, dans la vie quotidienne, pour lui-même, pour les liens avec les autres. La psychologie a une fonction sociale. Concernant ces étudiants en reprise d'études qui ont une activité ou une expérience professionnelle, notamment dans une pratique sociale, et qui reviennent se former à l'université, soit pour l'ouverture et l'appui qu'ils imaginent trouver dans une formation en psychologie, soit dans le projet de changer de profession et de devenir psychologue, on peut noter quelques spécificités dans le processus de formation qui les distinguent des étudiants qui sont dans une première inscription universitaire après les années de lycée. Un parcours de formation qui consiste à changer de profession, c'est un peu comme une expérience migratoire. Et ça peut conduire à un certain nombre de difficultés dans la construction et dans l'appropriation d'une posture professionnelle de psychologue. On peut avoir la nostalgie de son pays, ne pas réussir à le quitter vraiment, rester attaché à sa culture d'origine sans pouvoir s'intégrer dans la nouvelle culture. On peut aussi vivre un sentiment de trahison, être traversé par un conflit de loyauté. On peut au contraire avoir honte de son pays d'origine, avoir souffert de non-reconnaissance, de maltraitance, de précarité, de violence, et idéaliser le pays dans lequel on souhaite migrer, idéaliser la psychologie. Le psychologue se construira alors contre la pratique d'origine. L'accès à la position de psychologue, notamment si celui-ci est idéalisé, comme expert, peut aussi faire vivre un sentiment de transgression. Cela, bien sûr, selon les expériences professionnelles que l'on a eues, selon aussi les psychologues que l'on a rencontrés et qui, par leur discours, par leur théorie, ont plus ou moins confirmé, maintenu les idéalisations à l'égard de la psychologie. L'accès à la profession de psychologue est alors vécu comme accès à quelque chose de l'ordre du sacré qui pourrait produire une désacralisation et qui exacerbe de forts sentiments de culpabilité. Et c'est ce qui fait que les étudiants en situation professionnelle, éducateurs, infirmiers, assistants sociaux, psychomotriciens ou autres, ont parfois plus de mal à s'autoriser à occuper une position de psychologue que les étudiants en formation initiale qui n'ont jamais travaillé dans des services de soins. Comme dans le processus migratoire, la séparation, le renoncement, la perte, les affiliations coupables, la nostalgie peuvent empêcher le mouvement de formation, de transformation que suppose le changement de posture professionnelle. Pour terminer sur ce point, la fonction sociale de la psychologie, voire sa fonction politique, est d'être garante de la singularité, de la subjectivité, de la singularité et de la subjectivité du sujet dans la cité. Elle est aussi d'être garante de l'humanisme dans les pratiques sociales. Je rappelle souvent, et il est bon de le faire, que la psychologie est une science humaine. Et elle ne doit pas chercher à imiter des sciences devant lesquelles elle ne sera jamais à la hauteur. La psychologie ne sera jamais l'astrophysique, ni la science des particules. Elle doit garder et cultiver ce qu'elle a d'humain, d'humblement humain. C'est ce qui fait sa force, sa pertinence et sa richesse. Et j'espère que les générations futures d'étudiants et de psychologues, comme les générations actuelles d'ailleurs, défendront la profession de psychologue et de psychologue praticien. Elle en a grandement besoin, surtout en ce moment.
et n'oublieront jamais son appartenance aux sciences humaines. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention.